À retenir dans l'actualité de ce dimanche, le nouveau code qui régit le fonctionnement des douanes togolaises. Un document qui devra révolutionner les activités douanières par ses innovations. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis la France immortalise la célébration de l'abolition de l'esclavage ce 10 mai par l'inauguration du Memorial Act, un centre de mémoire unique au monde ouvert par François Hollande en présence de plusieurs de ses homologues africains et caribéens. C'était les titres à toutes et à tous. Bonsoir et merci d'être au rendez-vous du journal sur la première. Tout d'abord, l'innovation introduite depuis peu dans le système de fonctionnement des douanes togolaises. Il s'agit du nouveau code de 300 pages qui a pour mission de révolutionner les activités des douaniers dans notre pays. Une révolution en 3 axes. Prudence, Zinsou. D'importantes innovations introduites dans le nouveau code des douanes du Togo pour la facilitation et la simplification des procédures douanières. C'est un document de 371 articles qui répond à l'impératif d'adaptation de la législation douanière au nouvel environnement économique du pays. Le nouveau code repose sur 3 principaux axes: la transparence, la modernité et la facilitation des transactions. Avec ce nouvel outil, les déclarations se font en ligne et les procédures de dédouanement des marchandises sont automatisées. Les opérateurs économiques ont également la possibilité de procéder au dédouanement des marchandises avant leur arrivée sur le territoire douanier. Ce nouveau système a beaucoup d'avantages. Premièrement, ça rend le travail beaucoup plus rapide, donc la célérité dans le travail. Et de 2, ça facilite beaucoup le trafic au niveau de Côte d'Ivoire, parce que ça fait gagner beaucoup de temps aux transitaires. Vous-même savez que le temps c'est de l'argent. Donc avec l'informatisation, le travail devient beaucoup plus rapide et ça dématérialise un peu le travail. Il y a moins de contacts entre le douanier et le transitaire. Au-delà de cette nouvelle mesure qui concourt à l'amélioration du climat des affaires, le nouveau code des douanes a également pris en compte le règlement des infractions liées à la contrefaçon et au piratage. Et des contrôles sont instaurés à plusieurs niveaux pour limiter au maximum les contraventions. Au niveau de la douane, il y a 3 types de contrôles. Il y a le contrôle immédiat qui est assuré par les services douaniers de première ligne. C'est-à-dire que lorsque un opérateur économique s'adresse à son transitaire pour déclarer sa marchandise, il émet une déclaration au vu de la marchandise importée et un contrôle est fait par les agents de douane suite au dépôt de la déclaration. Et au vu de la déclaration, le contrôle peut concerner la quantité, la valeur de la marchandise, l'espèce de la marchandise pour voir s'il a bien déclaré. Aujourd'hui, il y a le contrôle différé qui s'effectue après le contrôle immédiat. Le contrôle différé relève les infractions que n'aurait pas pu voir au niveau du contrôle immédiat. Et ce contrôle a un certain délai pour faire son contrôle. Généralement, c'est à partir de 8 jours à 1 mois. Ils ont ce temps pour reprendre le travail fait en première ligne, pour voir si quelque chose n'a pas échappé aux agents de première ligne, si une infraction n'a pas échappé donc aux agents de première ligne. Après ce contrôle différé, il y a un contrôle a posteriori que nous appelons le contrôle après dédouanement. Avec les innovations qu'apporte l'OTR, les contrôles se font à travers plusieurs circuits. Les opérateurs économiques sont traités comme des partenaires et bénéficient des services de qualité avec peu de temps au guichet pour les paiements. Les principales valeurs de l'OTR exigent un suivi en temps réel des activités dans chaque session, depuis le bureau bien sûr, en mettant en exergue la transparence et la tolérance zéro en matière de corruption.
Les douanes jouent leur partition dans l'essor de l'économie togolaise, mais les acteurs du secteur informel aussi y apportent leur contribution. Une contribution non négligeable que le gouvernement togolais multiplie les initiatives pour son expansion. La part du secteur informel dans l'économie nationale, c'est le dossier de cette édition. Il est toujours signé Prudence Zinsou. Au Togo, comme partout ailleurs en Afrique, le secteur informel se développe dans l'opacité totale et échappe à toute fiscalité, ce qui ne fait pas l'affaire du trésor public. Les opérateurs eux-mêmes se trouvent dans l'impossibilité d'accéder au domaine bancaire. Mais ce secteur est essentiel à la machine économique et est créateur d'emplois. Avec la mise en place de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI, d'importantes mesures ont été annoncées pour réorganiser ce secteur et sortir les différents acteurs de la précarité. Certains projets ont déjà vu le jour, notamment le premier produit de la DOSI, la MUCTAM, mutuelle des conducteurs de taxi-moto. 5000 bénéficiaires jouissent déjà des retombées de cette mutuelle. C'est une initiative qui vise la réduction de la précarité qui mine ce corps de métier, faisant ainsi du conducteur de taxi-moto le patron d'une micro-entreprise. Il bénéficie aussi d'une couverture sociale allant de la garantie individuelle en cas d'accident à une assurance maladie, en plus d'une retraite complémentaire. Au-delà de ces dispositions, des projets de formation sont exécutés au profit des micro-entrepreneurs pour les aider à mieux gérer leurs actions. La DOSI s'apprête à relever d'autres défis pour assurer à la jeunesse, aux femmes et aux couches défavorisées un mieux-être économique. Toutes ces initiatives de la DOSI donnent un nouveau souffle au secteur informel qui regroupe 80% de la population active et contribue à près de 40% au PIB national. Aujourd'hui, le gouvernement attend accompagner davantage ce secteur en l'aidant à mieux s'organiser. La simplification des procédures dans la création des entreprises avec la mise en place du CFE, Centre de formalité des entreprises, avec des coûts de plus en plus réduits, est une démarche de plus pour inciter les micro-entrepreneurs qui échappent au fisc à migrer plus facilement vers le formel. Le secteur informel englobe donc plusieurs composantes, dont les marchés. À Agou, c'est un centre commercial entièrement rénové qui vient de voir le jour grâce au programme de soutien aux micro-projets et d'infrastructures communautaires piloté par ANADEB. Et Agou n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Quel est alors l'impact de ces nouvelles infrastructures sur les activités et les populations? C'est une enquête réalisée par Augustin Kossi et présentée par Charlotte Moussimé. Marché d'Agou, des nouveaux hangars qui constituent la principale attraction de ce milieu. C'est l'un des plus grands centres commerciaux de la région des Plateaux, situé à une quinzaine de kilomètres de Kwalimé. Des commerçants y viennent en provenance de Lomé, du Bénin et du Ghana. Ici, on trouve des fruits et des tubercules notamment. Nous venons acheter les fruits et les tubercules car ils sont moins chers ici que nous. Cela nous permet de les revendre et en tirer des bénéfices. Tout comme elle, Kodo, lui, vit du commerce de café et cacao dans ce marché il y a quelques années. À 1200. Les paysans, ils nous amènent, on pèse, on les achète ça. Notre dépôt se trouve à Kwalimé. On transporte dans la voiture, on s'en va à Kwalimé. Après Kwalimé, on va sécher ça. Après le séchage, on met ça dans le sac. Après ça, on transporte à Lomé. Après le vent, il y a des exportateurs là-bas. On les vend. C'est notre boulot. Le projet de la réhabilitation a permis la construction de 12 hangars, des infrastructures qui ont redoré l'image du marché et amélioré le vécu quotidien des populations. Nous étions dans une difficulté et à la merci de toute intempérie.
Avec la construction du nouveau marché, nous sommes sauvés. Et en plus, nous avons bénéficié aussi des produits du FNFI et cela améliore considérablement nos conditions de vie. Les travaux ont été exécutés par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB dans la mise en œuvre du programme de soutien aux microprojets d'infrastructures communautaires. Coût des réalisations, 355 millions de francs CFA. La communauté a demandé au ministère du développement à la base de les accompagner dans l'amélioration des infrastructures commerciales. Aussi, en deux phases, ces réalisations ont été effectuées. Dans un premier temps, il a été réalisé avec l'appui financier des autorités locales et du gouvernement. 7 hangars, nouveau modèle de 60 places, un bloc administratif, un bloc de latrine, une boucherie, la réhabilitation de 3 anciens hangars, et puis l'aménagement du site. Et à la réception de ces ouvrages, le constat était clair, les hangars étaient insuffisants. Les femmes étaient encore sous le soleil et ont lancé un cri d'appel qui a été positivement accueilli par le chef de l'État qui a accepté qu'on réalise en sus 5 nouveaux hangars. Aujourd'hui, ce sont plus de 20 unités d'infrastructures qui ont été réalisées pour un coût de 355 millions environ. Bien d'autres projets ont été réalisés par l'ANADEB pour booster hors de nos frontières la pauvreté et assurer un cadre de vie décent aux communautés à la base. La Fédération des organisations de développement des savanes, FODES, était en assemblée générale, la 22e depuis sa création cette semaine. Une rencontre bilan sur la gestion de la fédération afin de mieux la propulser. Désiré à l'œil. La Fédération des organisations de développement des savanes, FODES, depuis 22 ans d'activité sur le terrain, a axé la gestion sur les résultats afin d'être plus performant. Chaque année, une assemblée générale pour rendre compte, échanger entre eux les membres d'une part et entre la fédération et les partenaires, notamment le FASTENA, le Flanc Togo et le PNUD d'autre part. Un bilan pour lever le goulot d'étranglement et planifier les projets dans le but de travailler à améliorer les conditions de vie des populations. Il faut à un moment s'arrêter et voir si on est sur le bon chemin, ce que nous avons décidé ensemble. Est-ce qu'on est en train de réaliser cela ou il y a un peu des divergences qui ne concourent pas à l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Si nous prenons le projet PALU financé par Plan Togo, les activités sur ce projet sont réalisées par les membres avec la coordination de la FODES. Donc, et par rapport à tout ça, la FODES a essayé de mettre aussi en œuvre son plan stratégique, spécialement sur le renforcement des capacités de ses membres en matière de mobilisation de ressources. La FODES, dans son exercice, s'est un lycée exemplaire, une expérience à copier selon les premières autorités de Tône et la fêtière nationale des réseaux régionaux. Pour la présidentielle de 2015 qui vient de s'achever au Togo par exemple, la FODES s'est activée à former les leaders communautaires, notamment les chefs traditionnels, religieux, les organisations de la société civile, les femmes, les jeunes et autres sur la démocratie, la non-violence, ce qui a contribué à la promotion de la paix durant le processus. Un nouveau bureau de 5 membres sera élu à la fin des travaux de cette 22e Assemblée générale de la FODES. Hors du Togo, ce 10 mai, la France commémore l'abolition de l'esclavage, une date choisie par le président François Hollande pour inaugurer en Guadeloupe le Memorial Act, un centre de mémoire et d'expression sur l'exploitation des êtres humains. Plusieurs dirigeants africains et caribéens étaient aux côtés du chef d'État français pour se souvenir. Le choc des êtres humains enchaînés comme des animaux.
C'est l'une des pièces les plus impressionnantes du mémorial. On a 4 individus liés par le cou, par 4 tours le cou, et sur une chaîne de 5 mètres. François Hollande arpente les couloirs et les salles volontairement exiguës et sombres. Il rappelle l'enfer de la traite négrière et de l'esclavage qui ont prospéré de la fin du XVIe siècle jusqu'à l'abolition de 1848. Symboliquement, le bâtiment a été érigé à l'emplacement d'une ancienne usine sucrière qui pratiquait le travail forcé. Pour les lointains descendants de ces esclaves, c'est une forme de justice qui leur est rendue. Il y a enfin un lieu en France où on pourra discuter sereinement du discours qu'a produit l'esclavage, ce discours qui niait l'humanité de certaines personnes selon leur couleur de peau. Devant François Hollande, nous sommes un fumier ambulant. Un comédien guadeloupéen lit un texte sur l'esclavage ponctué par un cri de douleur. Symboliquement encore, 3 chefs d'État africains sont venus rappeler que c'est de leur continent que furent arrachés des millions d'hommes et de femmes. François Hollande aborde face à eux la question toujours sensible de la réparation due aux victimes. Nous avons ici la seule dette qui doit être réglée, c'est de pouvoir faire avancer l'humanité. Puis il évoque ce qu'il appelle les nouvelles formes de l'esclavage, celui d'aujourd'hui. De nouveaux négriers, monnaie des cargaisons humaines, des passeurs criminels en Méditerranée. Nous devons aller jusqu'au bout contre ces trafiquants, contre ces bandes, contre ces terroristes. François Hollande évoquera encore la question de l'esclavage en Haïti. La France, a-t-il dit, a une dette morale envers ce pays. Ce sera mardi, la dernière étape de sa tournée, qui demain le conduit à Cuba. Les 2 boîtes noires de l'Airbus AK-140 ont été retrouvées aujourd'hui. Hier, le crash de l'appareil militaire a fait 4 morts et 2 blessés graves. Un accident qui a déjà de fortes conséquences. Sur le site du crash à Séville, les enquêteurs ont retrouvé les 2 boîtes noires de l'A400M calcinées. Elles vont être analysées, mais l'accident a déjà des conséquences. L'armée française, qui exploite 6 appareils, notamment en Afrique, a décidé de limiter au maximum leur utilisation. Seuls les vols extrêmement prioritaires en opération seront autorisés jusqu'à ce que nous ayons des éléments de l'enquête qui va être diligenté. Pour l'armée allemande, pas question en revanche de faire voler son unique exemplaire, cloué au sol, idem pour les Britanniques et les Turcs. Les causes de l'accident restent inconnues pour l'heure, mais dans quelles circonstances s'est-il déroulé ? 12h45 hier, l'appareil numéro de série MSN 023 décolle de Séville. C'est son premier vol d'essai depuis sa sortie d'usine. Cette carte radar retrace son trajet. Au bout de quelques minutes, l'avion dévie de sa trajectoire, effectue un large virage. En fait, il fait demi-tour avant de finir sa course dans un champ. L'appareil aurait heurté un pylône électrique en tentant d'atterrir d'urgence. Les 6 membres de l'équipage Airbus, tous espagnols, auraient lancé un message d'alerte. 4 d'entre eux sont décédés. Les 2 autres, un mécanicien et un ingénieur, ont été sauvés par 2 témoins, dont cet homme. Je les ai vus sauter de l'avion par un hublot et on les a évacués du site. Ce soir, les 2 survivants sont toujours hospitalisés. Retour en page nationale et direction Kara pour les préparatifs des luttes Evala en pays Kabylie. Il y aura aussi la 5e édition des activités du village Evala promue par l'association 3CK, Carrefour commercial et culturel de Kara, qui lance déjà ses activités. Nestor Mozo. L'une des activités phares chaque année du Carrefour commercial et culturel de Kara est le village Evala. Le 3CK a initié ce projet depuis 2011 qu'il fait coïncider avec la période des luttes Evala dans la Kosa. Le village Evala donne l'occasion aux visiteurs de mieux s'imprégner des réalités du peuple kabylie. À 2 mois environ du déroulement de la 5e édition, les organisateurs ont initié cette rencontre pour annoncer l'activité. C'est une plateforme surtout de promotion culturelle. C'est mieux valoriser la culture kabylie, la culture des Evala, faire découvrir ce que c'est que Evalo aux étrangers, la tradition des Evala, mieux l'expliquer aux étrangers et à part ces Evala, faire ressortir les autres traditions de cette préfecture de la Kosa
comme les Akbema. Cette année, nous allons avoir un coup de projecteur sur le canton de Lassa, présenter ce canton au grand public, le faire mieux connaître de par sa tradition et puis de par ses mains. Tout comme l'année dernière, cette année, c'est l'esplanade du Palais des Congrès de Kara qui va abriter le village Evala. La 4e édition avait connu la participation de 12 nationalités différentes avec 90 stands. Cette année, les organisateurs tablent sur 120 stands. Le village Evala ouvre ses portes le 8 juillet pour les refermer le 19. Et comment contribuer à la protection des rites traditionnels, cette fois dans la Bina? Un jeune promoteur culturel fait de cette question une préoccupation. Il a élaboré un projet et dans ce sens, le projet est financé par le FAC, Fonds d'aide à la culture. Nous retrouvons Nestor Mouzou. La culture constitue l'élément identitaire d'un peuple. Cependant, certaines cultures ont une influence sur d'autres au point de les phagocyter. Pour éviter à la Bina de connaître une telle situation, un promoteur culturel a élaboré un projet intitulé « Projet de sauvegarde, de valorisation et de promotion des rites traditionnels Kusamo, Wa et Ntiseri ». Le projet est lancé ici à Pitikida, un des cantons de la Bina. Kusamo, Wa et Ntiseri sont quelques-unes des étapes de l'initiation du jeune garçon dans la préfecture. Nous sommes venus retrouver ces cérémonies. Et nous aussi, nous avons fait ça. Mais après, nous avons constaté que les jeunes ne veulent pas faire comme nous. Et de deux, ceux qui veulent faire ça brûlent beaucoup d'étapes. Par exemple, les gens qui sont mieux vers le sud. Ils n'ont jamais fait ce qu'on appelle les Vala, ce qu'on appelle Atando, ce qu'on appelle Kusamo. Mais ils viennent pour faire Wa. Donc ça veut dire que c'est toute une grande étape qu'ils ont brûlée. Maintenant, pour leur montrer, pour finir toutes les cérémonies, il faut suivre les étapes. Ce que nous allons faire pour que cela puisse continuer, ou bien les gens reviennent à l'état initial, nous allons continuer de les sensibiliser et à écrire au moins un document. Dans la Bina, l'initiation du jeune garçon Kabié commence par l'étape de Evala. Après 3 ans de dure épreuve physique, il devient Sengaro, ce qui lui ouvre la voie de Kusamo, l'étape qui lui permet de préparer Wa, un rite qui se fait après 5 ans et qui confère à l'initié le titre de Condor. Une fois cette étape franchie, il est Eglo, ce qui signifie qu'il est entré dans la classe des grands. La toute dernière étape est celle de Ntiseri, la classe des sages. C'est grâce au financement du Fonds d'aide à la culture que le projet de sauvegarde, de valorisation et de promotion des rites traditionnels dans la Bina est exécuté. Les femmes de l'église des Assemblées de Dieu du Togo, des temples du Calvaire et de Silo et de Nikonakwe ont célébré ce dimanche leur journée. Une célébration qui leur a permis de rendre grâce à Dieu pour son assistance dans l'accomplissement de leur ministère. Désiré Dagbovi, Lucassi, Rachel Aoko. Prière, adoration et louange ont marqué d'une empreinte particulière la célébration de la journée des femmes vertueuses de l'église des Assemblées de Dieu, temple du Calvaire et du temple Siloé de Nikonakwe, où les femmes ont exécuté des pas de danse chorégraphiques et des sketchs. Pour glorifier Dieu pour les bienfaits qu'il a accomplis dans nos vies. Et nous avons réservé toute la semaine pour élever le Seigneur, pour le célébrer, parce qu'il est bon pour nous. Il a sacrifié son fils pour nous. Ce que nous avons, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et si Jésus vient aujourd'hui, c'est avec cette vie éternelle, il va nous prendre et nous allons rester avec lui et toujours et toujours et toujours éternellement. Les fidèles des deux temples ont également suivi des prédications des révérends pasteurs Afi Amedao et Georgette Agbodjan, des prêches inspirés du livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 11 qui invite tous les chrétiens à préserver leurs acquis spirituels. Et cette année, ils ont choisi « Retiens ce que tu as reçu, car Jésus revient bientôt ». Le pilier de l'Église, l'espérance de l'Église, c'est le retour de Jésus. Et vraiment, nous encourageons que toutes les femmes et presque tous les fidèles de garder ce message pendant qu'ils vivent dans ce monde dans leur corps, de vivre pour le Seigneur.
Qu'est-ce qu'elles ont reçu? Qu'est-ce que le chrétien a reçu? Le salut. Et ce salut, c'est la vie en Christ, la fidélité, la vérité, la paix, le pardon, l'amour. Voilà ce que le Seigneur nous demande de démontrer en attendant son retour. À l'occasion, différents présents ont été offerts par le comité d'organisation au Temple du Calvaire pour l'accomplissement de l'œuvre divine. La semaine nationale du ministère des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu est célébrée chaque deuxième dimanche du mois de mai. Actualité sportive à présent avec cette petite révolution dans le monde du football français. La saison prochaine, en plus des arbitres sur le terrain, la technologie sera mise à contribution pour détecter et confirmer ou non les buts. Regardez. Qui enrage à cause d'une erreur d'arbitrage. C'était il y a un mois. Contre Lyon, Marseille s'était vu refuser un but. Le ballon avait bien franchi la ligne. L'an prochain, une nouvelle technologie aidera les arbitres qui s'en félicitent. Vous voyez, ce genre de situation conflictuelle ne se reproduira plus la saison prochaine. Là, avec la Gunline technologie, on le saura dans la seconde qui suit, si le ballon a franchi entièrement la ligne de but. Donc il n'y aura plus aucune contestation. C'est le système qui validera le but ou pas. Ce système, le voici. Le but est filmé par 8 caméras reliées à des ordinateurs qui reconstituent la position du ballon en 3D. Si le ballon franchit la ligne, le but est signalé sur la montre de l'arbitre. La saison prochaine, tous les clubs de Ligue 1 seront équipés. Coût de l'opération, 100 000 € par an et par stade, prise en charge par la Ligue. Le dispositif était en vigueur lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil et Karim Benzema fut le premier joueur à marquer un but validé par ce système. La France l'adopte un an après l'Angleterre. Les Italiens et les Allemands s'y mettent aussi en septembre. Le championnat espagnol est encore réticent. La Ligue 1 s'offre donc une nouvelle technologie sur la ligne de but, peut-être un premier pas vers l'arbitrage vidéo sur tout le terrain. Et pour terminer, double baptême princier ce dimanche à Monaco, celui des jumeaux du prince Albert et de son épouse Charlène. Les monégasques ont eu droit à une fête hors norme, mais aussi glamour. Petit exercice de retour dans l'histoire sur la famille princière. Regardez. Pour jour après leur naissance, les jumeaux Jacques et Gabriella se sont offerts aujourd'hui leur deuxième bain de foule. Sans doute pas le dernier. Ils ont été baptisés ce matin en la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco. À l'extérieur, une foule conquise assiste à l'événement. On est né à Monaco, on est là depuis toujours et on suit tous les événements, on est très heureux. Je suis venue les voir parce qu'ils sont très célèbres. Ici même, leur père était baptisé en 1958. La boucle est bouclée. En 1956, le mariage de Régnier avec Grace Kelly est retransmis dans le monde entier. Dans sa dot, l'actrice américaine apporte les méthodes de communication d'Hollywood. Monaco est un petit port de pêche sur lequel règne un prince mélancolique. Grace va en faire un royaume en couleur. C'était un rôle qu'elle a assumé à la perfection, avec son glamour évidemment, mais surtout en donnant cette fierté aux Monégasques d'être connus dans le monde entier, particulièrement aux États-Unis. Lors du mariage d'Albert et Charlène en 2011, Monaco a renoué avec ce glamour chic inspiré des années 50. La naissance des jumeaux, Jacques et Gabriella, en décembre 2014, a redonné aux habitants du Rocher la famille modèle qu'ils attendaient depuis tant d'années. Félicitations! Félicitations à nos princes, à nos souverains. Vraiment, la famille monégasque est heureuse. Le glamour, la célébrité, pourquoi faire? Dans les boutiques de souvenirs de Monaco, pas la peine de chercher des t-shirts ou des casquettes à l'effigie de la famille princière. Nous, ici, on n'a pas le droit de faire ce genre de produit. Plus qu'aux monégasques ou aux simples touristes, le rêve princier s'adresse aux investisseurs étrangers. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de soucis liés à la crise depuis quelques années, et donc il est tout à fait indispensable de continuer à faire exister la principauté sur le plan médiatique pour qu'on continue à investir en principauté. L'immobilier, l'industrie, deux domaines essentiels qui ont besoin eux aussi de cette image glamour et internationale de la famille princière.
La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux sur les installations de son fournisseur, la communauté électrique du Bénin, CEB, la fourniture du courant électrique a connu des perturbations ce dimanche 10 mai 2015 de 8h à 16h dans la ville de Lomé et de ses environs. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients concernés par le désagrément et les remercie pour leur contribution. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise, notamment du côté d'Adjingri. Au revoir.